Aujourd'hui dans Mythbusters, Ça va péter! ça fait paf, boum. Grâce aux téléspectateurs. Une fois de plus, les Mythbusters revisitent plusieurs mythes. Impossible de prévoir ce qui va se passer. Les téléspectateurs donnent leur avis sur les prestations passées des Mythbusters. Adam et Jamie ont-ils mal joué du trombone? C'est dément. Le mythe des marteaux explosifs a-t-il été traité à la légère? Sur deux mythes de gros calibre, nos fins tireurs ont-ils mis à côté? Bravo, Jamie. Là, c'est du sérieux. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage et Jamie Heineman. C'est presque trop excitant. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Envoyez la musique dramatique. À leur côté, Gary Byron, Ça va être trop cool! Grant Imahara Écoutez ce moteur ronronner. et Tori Belleci. Il n'y a aucun secours dans les parages. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Et une fois de plus, les Mythbusters vont répondre aux critiques qui leur sont adressées. La seule façon de le faire, c'est de retourner au charbon. Le premier mythe qui sera examiné a provoqué un concert de protestation de la part du public. Tu te rappelles l'épisode sur le joueur de trombone fou dans la saison 1? On ne s'est jamais repenché sur un mythe après autant de temps. Qu'est-ce qu'on nous reproche? Il n'y avait pas de vrai joueur. Il y a bien longtemps, deux jeunes Mythbusters faisaient leur gamme en faisant exploser un trombone. Selon le mythe, un joueur de trombone voulait donner un peu de punch dans l'ouverture 1812. Il a donc rempli sa sourdine avec des pétards. La force de l'explosion aurait alors transformé sa coulisse en un missile musical qui a percuté le chef d'orchestre et l'a projeté dans le public. Même en mettant une bonne dose de poudre noire, les Mythbusters n'ont pas fait décoller la coulisse. Une fois la fumée dissipée et les agents rassurés, Adam a fait une déclaration catégorique. Nous avons anéanti ce mythe, ce qui arrive très rarement. Tout dans cette histoire est totalement impossible. Malgré cela, les téléspectateurs n'ont pas apprécié cet air-là et ont fait des pieds et des mains pour obtenir un rappel. Cette fois-ci, ils exigent que des lèvres soient appuyées contre l'embouchoir du trombone. D'après certains téléspectateurs, si l'on colle une bouche humaine contre le trombone, cela créera un système hermétique. Les gaz en expansion ne pourraient alors plus s'échapper par l'embouchoir et seraient forcés d'aller dans la coulisse. Adam et Jamie obéissent à leur public et reprennent leur partition depuis le début. T'as vu ces trompettes? T'en joues? Non. Tu jouais pas du clairon pendant la guerre de sécession? Ils se remettent en quête de trombone. D'occasion, évidemment. Parfait. Ils auront également besoin d'embouchures et de sourdines. C'est triste, mais c'est la dernière note qui sortira de ce trombone. On se doute qu'à cet instant-là, le trombone aimerait bien qu'on abrège ses souffrances. De leur côté, les Mythbusters risquent de souffrir dans leur honneur si les téléspectateurs ont raison. Les Mythbusters se penchent à nouveau sur le mythe du doigt dans le canon de fusil. Le doigt dans le canon. J'étais sûre qu'on referait celui-là. En principe, le canon du fusil aurait dû exploser et ressembler à une peau de banane. Les Mythbusters ont essayé d'obtenir le même résultat que dans les dessins animés. Ils ont pris des fusils du commerce et ont inséré des doigts en gel balistique dans le canon. Les balles ont gagné haut la main. Ça alors? Le canon des fusils a parfois été un peu endommagé, mais jamais au point de ressembler de près ou de loin à une pelure de banane. Je ne veux pas être pessimiste, mais je pense qu'on reviendra sur ce mythe. Adam a eu le nez creux sur ce coup-là, à plus d'un titre. Une flopée de téléspectateurs pointilleux et apparemment armés a tiré une salve de suggestions. On commence par ça?
C'est un vieux fusil à canon Damas. C'est quoi? Jusqu'au XXe siècle, on fabriquait des canons Damas. On prenait plusieurs bandes d'acier et de fer, on les tordait autour d'un bâton et on les soudait pour obtenir un seul morceau de métal. Reprenons. On obtenait un canon Damas en prenant des bandes successives d'acier et de fer, puis en les soudant ensemble. D'après les téléspectateurs, ces points de soudure affaiblissent la structure. Si on bloque le canon du fusil, on aura bel et bien un effet banane. Je vais rechercher les moules de main de la dernière fois. Moi, je vais fabriquer une télécommande pour le fusil. S'il y a du vrai dans cette histoire, ça pourrait bien exploser. Pendant qu'ils se mettent au travail, révisons la théorie scientifique relative à cette histoire. Si on presse la détente d'une arme à feu, il y a une petite explosion. Les gaz en expansion propulsent la balle à l'extérieur, par le canon. Si l'on bloque le canon de l'arme, le gaz n'a nulle part où aller. Sous la pression, l'arme se brise. Certains téléspectateurs risquent d'avoir le cœur brisé en voyant ce que les Mythbusters vont faire avec cette pièce de musée. Mon petit, t'as intérêt à épouser ma fille. Ce fusil de calibre 10 a 2 canons Damas. Il date de 1877. C'est une pièce rare que nous allons détruire. Carrie est habile de ses 2 mains. Elle est toujours aussi experte dans la fabrication de mains factices. Ça, c'est une main en gel balistique avec les os à l'intérieur. Je l'ai laissé reposer toute la nuit et je suis rassurée. À la sortie du moule, tout va bien. Dans le bunker des Mythbusters, le mécanisme pour actionner le fusil est vissé en place et Carrie positionne le doigt dans le canon. Salut, Alan. Alan Normandy, l'expert en armes à feu, est appelé en renfort une nouvelle fois pour veiller au grain. Le fusil est en place. Qu'est-ce qu'on prend comme munition? On va prendre du lourd. Une cartouche de Magnum calibre 10 de 89 mm de long. C'est une grosse balle. Une grosse cartouche. Cela fait bien des lustres que cette antiquité n'a pas été chargée. Les munitions modernes ne sont pas franchement indiquées pour ce fusil. Fantastique! C'est super! Très bien. Ça a l'air parfait. Carrie, Tori et Grant revisitent le mythe du doigt dans le canon de fusil. Ils espèrent que ce vénérable spécimen, avec son canon Damas soudé, leur donnera l'effet banane qu'ils espèrent. 3, 2, 1... Ça a donné quelque chose. La main a morflé. Le flingue est bousillé, pas mal du tout. C'est mieux que la dernière fois. La première fois, ils ont seulement obtenu une petite bosse sur le canon du fusil. Cette fois-ci, le bout du canon Damas a été arraché comme du carton. C'est mieux, mais ce n'est pas encore une banane. Ce n'est pas comme dans les dessins animés, le tireur n'est pas défiguré. Le tireur est indemne. Par contre, celui qui a mis son doigt a l'air d'avoir beaucoup souffert. Tu l'as dit. De toute évidence, un doigt humain n'est pas assez solide pour faire exploser un canon de fusil. Tori voudrait donc faire une petite entorse au mythe et tenter autre chose. J'ai trouvé un morceau d'acier qui rentre parfaitement dans le canon du fusil. Je vais en couper un petit bout et lui donner la forme d'un doigt. Parce que je sais comment faire, moi. Tori, grand sculpteur qu'il est, fabrique un doigt humain en métal. Un doigt en acier. Apparemment, il fonctionne. Je vais souder le doigt d'acier que j'ai fabriqué dans le canon du fusil. Comme ça, on sera sûr qu'il ne bougera pas quand on tirera. Le canon est maintenant bel et bien bloqué. Dans le bunker, on remet le fusil en place. OK. C'est bon. Tout est prêt pour une catastrophe à la Bugs Bunny. Ça va péter! 3, 2, 1... C'est devenu un fusil à canon scié. C'est pas une peau de banane, c'est un bout arraché. Le bout a été détruit.
Mais où est le doigt? Le bout est flingué. On l'a bien amoché. Et le dos en acier? Disparu. Disparu. On le retrouvera. Le chasseur hirsute n'a rien senti et le canon de son fusil est inutilisable. Lors de ce deuxième test, avec un bouchon en acier soudé sur le canon Damas, on n'a pas obtenu d'effet banane. Ça y ressemble un peu, mais ça ne fait pas partie du canon. C'est un petit morceau situé entre les deux canons de l'arme, vu que c'est un fusil à 2 coups. Une fois de plus, le doigt n'a pas eu l'effet voulu. C'est bidon. On croirait ce petit numéro musical tout droit sorti des films comiques muets. Une sourdine remplie d'explosifs peut-elle transformer une coulisse de trombone en missile musical? Pour exécuter ce récital qui s'annonce bruyant, Adam et Jamie se rendent au champ de tir du coin. Comme d'habitude, ils viennent accompagnés de professionnels en démolition. Et comme la dernière fois, c'est Buster qui devra suivre la cadence en tant que chef d'orchestre, juché sur un simple cadre en métal. Si le mythe se vérifie, la coulisse volante devrait le faire basculer dans le public. Il ne lui reste qu'à se mettre en tenue de soirée. Celle-ci ne lui va pas très bien. Trop grosses fesses. La dernière fois, il y avait le trombone, rien de plus. Cette fois-ci, un buste moulé à partir de Grant aura les lèvres contre l'embouchure. C'est du gel balistique. Ça a la même consistance que la chair humaine. Les lèvres sont bien serrées à cet endroit-là. C'est un joueur de trombone appliqué qui souffle dans l'embouchoir. Faisons le point. Voici un joueur de trombone aigri ou très aventureux. Pour jouer le final de l'ouverture 1812, il a décidé de remplir sa sourdine d'explosifs. Il le fait et ça explose. Du coup, la coulisse de son instrument est propulsée vers le chef d'orchestre qui tombe à la renverse et atterrit dans le public. Voilà l'histoire. Sous le regard attentif de l'équipe de démolition, Adam et Jamie remplissent la sourdine de poudre noire et la placent dans le pavillon du trombone. Prenez vos places, mesdames et messieurs, l'orchestre va jouer. Il est prêt. On teste le joueur de trombone fou avec les lèvres sur l'embouchoir dans 5, 4, 3, 2, 1. La coulisse a un peu bougé. Un petit peu. J'ai une terrible impression de déjà-vu. Le ralenti montre que la sourdine s'est envolée comme un obus et a rebondi sur le crâne de Buster, mais sans le faire bouger d'un pouce. La coulisse du trombone, elle, est restée solidement attachée à l'instrument. Les lèvres du joueur de trombone n'ont pas morflé. En tout cas, elles n'ont pas changé grand-chose. Par acquis de conscience et parce qu'ils adorent faire exploser des trucs, Adam et Jamie refont l'expérience. Cette fois-ci, Jamie double la dose de poudre noire. Cette sourdine va faire du bruit. 5, 4, 3, 2, 1. La partition crame. Ça, c'est un final. Une fois la fumée dissipée, on sent que les Mythbusters ont enfin réglé une vieille dispute avec leur public. On voit encore l'onde de choc sur le pavillon, mais la coulisse ne s'est pas détachée. La seule pièce qui n'a pas souffert, c'est justement la coulisse. Le chef d'orchestre n'a même pas perdu sa baguette. Pourtant, elle n'est pas bien fixée. Ce mythe musical a l'air encore plus mal en point que la guitare de Jimi Hendrix. Mais qu'en est-il vraiment ? On peut encore faire une dernière chose avant de clore cette enquête une bonne fois pour toutes. Prendre un autre trombone et souder l'embouchure dessus pour qu'elle ne laisse plus passer d'air. D'accord. On bloque complètement, pas seulement avec les lèvres, et on voit ce que ça donne. Comme tu veux. Un peu d'enthousiasme, que diable. Ne croyez pas les dessins animés. Si vous placez votre doigt dans le canon d'une arme à feu, cela ne la fera pas exploser. En revanche, vous n'aurez plus de main. Celui qui a mis son doigt a l'air d'avoir beaucoup souffert. Tu l'as dit. Mais ce n'est pas tout pour aujourd'hui.
Ce mythe a été déclaré bidon une deuxième fois. Mais les Mythbusters veulent quand même savoir comment arriver à faire ressembler le canon à une peau de banane. C'est un bout arraché. Les téléspectateurs ont décrit une méthode sûre. Test suivant. Un mec qui tire avec un fusil 30-06 avec un illuminateur laser encore dans le canon et ça explose. J'ai vu pas mal de photos de ça. J'en ai reçu plein par mail avec un message disant « Hé, une peau de banane !» On a exactement le même modèle de fusil. Alors on va essayer d'obtenir le même résultat. Je veux savoir si c'est vrai. Ces photos sont-elles réelles? Suffisamment fiables pour prouver quoi que ce soit? Les Mythbusters sont bien déterminés à le savoir. On insère l'illuminateur et on allume le laser qui indique où la balle ira. Ensuite, on accroche le viseur et on vise le point. Bien sûr, il faut enlever l'illuminateur du canon avant de presser la détente. Ce que notre pauvre tireur va oublier de faire. Hélas pour lui. Le sergent Normandy a sa petite idée sur ce qui peut se passer maintenant. Peut-être que les joints en caoutchouc de l'illuminateur suffisent à obstruer hermétiquement la balle dans le canon. Cela crée tellement de pression que le canon explose. Confinement, combustion, explosion. Exactement. On va voir. C'est chargé. Voici donc un fusil de chasse 30-06 avec un collimateur bloqué dans le canon. 3, 2, 1... Bah alors? Le collimateur a rebondi sur la cible et a cassé l'ampoule. Ah, attendez, il y a une fissure. Ah bon? Oui, ça a fendu le canon. Le canon du fusil a été fendu sur 7 cm et demi environ et s'est détaché de la crosse. L'illuminateur est en pièces. Mais malgré cela, toujours pas d'effet banane. Je pense que c'est possible. On n'a jamais obtenu de dégâts comme ça, où le canon est fendu sur la longueur. Moi, je crois qu'il y a une chance sur 1 million pour qu'on puisse créer un effet banane. Le canon est fendu et la crosse n'est plus fixée au fusil. Le mec qui a pris la photo a eu énormément de chance, quoi. Ça dépend aussi de l'âge du fusil et de son niveau d'usure. Là, il s'agit d'un fusil neuf. Tu as parfaitement raison. Si ça se trouve, c'était un fusil qui avait plusieurs années et qui avait bien vécu. C'est vrai. On dit que c'est plausible alors. Plausible. D'accord. L'effet banane, ce n'est pas gagné, mais c'est plausible. Adam et Jamie se concentrent à nouveau sur le mythe du tir dans le viseur. On refait le mythe du viseur? Oui, je suis content qu'on ait trouvé des éléments permettant de rouvrir l'enquête. Parce que je n'aime pas fâcher les snipers. C'est pour ça que tu portes ce truc? Oui. On s'est trompé où la première fois? D'après certains téléspectateurs, on a utilisé un mauvais fusil et ou une mauvaise lunette. C'est tout? C'est un mythe qui date de la guerre du Vietnam. Carlos Ascock, un sniper faisant partie des Marines, a tué son homologue ennemi d'une seule balle, en plein dans la lunette de visée. Adam et Jamie ont touché plusieurs fois des viseurs de plein fouet, mais les balles n'ont jamais atteint le tireur. Adam a alors conclu... On ne sait pas sur quel type de viseur Carlos Ascock a tiré, donc on ne peut pas être sûr, mais pour nous, ce mythe est bidon. Cela a rendu le public fou de rage. On s'est gouré de viseurs? D'après les téléspectateurs, on n'a pas pris un viseur d'époque. Les modèles de ce temps-là contenaient beaucoup moins d'éléments en verre. Du coup, ça devrait être plus facile à transpercer. Admettons. Et les munitions? Les munitions modernes qu'on a utilisées sont plus précises et beaucoup plus efficaces pour tuer quelqu'un que les munitions des années 70. Elles se cassent plus vite. On a reçu une lettre nous disant que les balles de l'époque auraient transpercé une épaisseur de verre plus importante. Elles étaient plus dures? Oui. On va voir si les Mythbusters font mouche cette fois-ci. On met ça ici, comme ça. Alan Normandy supervise les opérations, juste après avoir apporté son aide sur le mythe du doigt dans le canon de fusil. D'après les photos dont nous disposons, c'est exactement le même modèle de fusil que le sergent Ascock a eu en face. Même fusil, même crosse, même viseur. Ce n'est pas une reproduction, c'est une arme d'époque.
Il y a un truc écrit en russe ici. Tu essaies de nous le traduire? C'est une bonne chose que Jamie ait fait des études en littérature russe. Arme fabriquée en Union soviétique en 1928. Elle a été faite à cette époque. C'est même la première arme sortie de l'usine, d'après ce que je comprends. Alan a également récupéré plusieurs viseurs d'époque. Quand on les met côte à côte avec leurs équivalents d'aujourd'hui, on constate que la taille, ça compte. Il y a une grosse différence de taille, même si le fonctionnement est le même. Il y a entre 6 et 8 éléments dans chacun de ces viseurs. La lumière passe de façon identique à travers. Mais les lentilles de celui-ci sont beaucoup plus grosses, c'est-à-dire beaucoup plus épais. Une balle doit transpercer une plus grosse épaisseur de verre que dans ce viseur-là. La dernière fois, les balles ont touché les viseurs modernes de plein fouet, mais ont été déviées par les lentilles situées à l'intérieur. Cela ne devrait pas arriver avec ce viseur. Si on n'arrive pas à transpercer ce viseur, ce mythe est bidon. Le buste en gel balistique de Grant est encore à contribution. Cette fois-ci, pour représenter le sniper. Le fusil et le viseur correspondent à la réalité historique. C'est exactement ce que l'ennemi du sergent Hascock aurait utilisé. Pour ce test, on utilise un fusil 30-06 avec un chargeur de 1968, des balles de M72 de 11 grammes 2. C'est exactement le type de munitions que Hascock aurait placé dans son fusil. On a déjà tiré plusieurs fois avec des balles de 30-06 et on sait qu'elles peuvent traverser 2 épaisseurs du verre balistique que nous utilisons pour nous protéger. Ce sont des balles puissantes. Jamie va tenter de reproduire le tir meurtrier du sergent Hascock. Inspire bien, laisse-toi guider. Ça alors? Alors? Tu as démantibulé le viseur, c'est clair. Mais tu as surtout touché le métal. Jamie était juste un peu à côté. La balle n'a pas traversé le viseur, mais elle a cassé ce qu'il soutenait. Le sniper est toujours en état de nuire. Ce vieux modèle de viseur n'est pas si facile que ça à pénétrer. Apparemment, le viseur d'époque contient moins de verre, mais c'est plus complexe que ça. Comme il y a un épais anneau d'acier autour, la balle doit pousser le verre de l'autre côté, ce qui n'est pas si facile que ça. Adam propose une solution simple, comme à son habitude. Je pense qu'on devrait placer ce truc à bout portant pour avoir le plus de chances de voir ce que la balle peut faire. Je suis pour. Jamie n'est pas d'accord. Il pense que Adam met en doute ses capacités de tireur. Rapidement, la situation dégénère et les deux compères se tirent dans les pattes. J'étais bien centré, il faut seulement que je relève un peu mon tir. Je n'aime pas trop changer les variables d'une expérience à chaque fois qu'on recommence. Je ne veux pas les changer, je veux les éliminer. En rapprochant la table? En la rapprochant jusqu'à ce que le canon soit tout proche. On enlève la variable de la visée. Si tu veux qu'on la conserve, fais comme tu le sens. D'accord. Comme ils sont mignons. S'ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, ce mythe risque de s'achever dans un silence gêné. Adam et Jamie se penchent à nouveau sur le mythe du tir dans le viseur. Après une petite dispute, ils sont prêts à reprendre. Jamie va tirer pour la deuxième fois. Prêt à tirer. Il ajuste très légèrement son tir. Et tire à nouveau sur le viseur du sniper ennemi. Pas mal. Le verre est bien cassé, c'est bon signe. Adam est admiratif. C'était un bon tir, Jamie. Ça a traversé jusqu'au bout. Mais c'est notre balle, ça? Je pense bien que oui. Tu crois? Ah oui, voilà le cuivre. Ça s'est mélangé avec le verre à cause de la chaleur, mais c'est du cuivre. La balle a traversé le viseur jusqu'au bout, mais s'est arrêtée juste avant de toucher l'œil de fouine de Grant, le sniper. La balle est allée jusqu'au bout en cassant le verre au passage, mais elle s'est arrêtée avant l'œil. Exact. Ce petit gars ne doit pas être particulièrement content, mais il n'est pas mort. J'ai encore une carte dans ma manche. Des munitions de GI américains, des balles anti-char de 30-06. C'est parti.
La tête d'un marteau peut-elle vraiment exploser? On a toujours des problèmes avec les mythes les moins spectaculaires. On pense qu'on les a testés correctement, mais les téléspectateurs se plaignent. Là, c'est le marteau explosif. On lui avait cloué son bec pourtant. C'était mon avis, mais le public est mécontent. Pourquoi? Et si on laissait la narratrice raconter? D'accord. Tout a commencé quand Jamie s'est servi d'un marteau pour en frapper un autre avec. Les téléspectateurs se sont écriés « Non, pas ça! Un marteau peut exploser si on le frappe avec un autre marteau. » Évidemment, les Mythbusters se sont alors mis à marteler à tout va pour essayer de faire exploser un marteau. Mais sans succès. La poignée est tordue, mais il n'y a pas d'éclat. D'après les téléspectateurs, ils s'y sont mal pris pour plusieurs raisons. D'abord, les marteaux modernes qu'ils ont testés n'étaient pas assez durs. Ensuite, quand ils ont utilisé leur forge maison pour chauffer le marteau et le rendre plus dur, ils l'ont réglé à la mauvaise température. Enfin, ils n'ont pas utilisé une véritable enclume. Selon les experts, ça y ressemble, mais ça n'en est pas une. On a besoin de marteaux d'avant la Seconde Guerre mondiale, de marteaux récents qu'on peut porter à la température de transition. Il nous faut aussi une véritable enclume. On retourne chez le forgeron. Exactement. Les Mythbusters vont s'attaquer à nouveau à ce mythe. D'abord, il leur faut 2 marteaux modernes qu'ils vont faire durcir par un forgeron. Ensuite, ils verront si ça fait des étincelles. Puis, ils réessaieront avec de vieux marteaux bien usés. Voyons si le public a raison. Enfin, ils testeront les vieux outils contre une véritable enclume. La dernière fois, Tori a fabriqué un mécanisme pour faire s'entrechoquer des marteaux. Ça va faire boum. Ça va faire paf. Qu'il a sans doute détruit juste après que le mythe a été déclaré bidon. On a besoin de cette machine, mais malheureusement, je l'ai détruite et transformée en scie à onglet. J'aurais dû me méfier. Pendant que Tori recolle les morceaux, Grant et Carrie font connaissance avec un forgeron. Vous ressemblez même à un forgeron. C'est fou. Merci. Comme on pouvait s'y attendre, Herb Pam en connaît un rayon sur les outils en acier. Ici, un gros morceau s'est détaché sur la tête du marteau, presque à la vitesse du son. Vraiment? Vraiment. À la vitesse du son? Exactement. Il connaît des anecdotes terrifiantes sur les marteaux. Un morceau de la tête s'est détaché et lui a coupé l'artère dans le bras gauche. Quelle horreur! Et après? Il a dû être soigné d'urgence parce que l'artère était ouverte et qu'il pissait le sang. Les marteaux modernes sont constitués d'un mélange de métaux tels que le tungstène et le chrome. Cela les rend moins durs et moins susceptibles de se briser ou de voler en éclats. Pour rendre un marteau plus dur, il faut le chauffer jusqu'au point où le métal perd son magnétisme. C'est ce qu'on appelle la température de transition. Une fois l'acier refroidi, il est donc plus dur et en principe plus facile à briser. Les Mythbusters avaient tenté cette manœuvre la dernière fois, mais leur forge maison n'était pas assez chaude. Celle d'Herb, alimentée au propane, est une vraie fournaise. C'est dément comme four. Oui, en effet. On peut se faire des toasts à presque 1700 degrés. On chauffe les marteaux selon la procédure. Une fois qu'ils ont perdu leur attraction magnétique, on les fait rapidement refroidir. Maintenant, ce marteau est dur comme jamais. Qu'est-ce que cela implique au niveau de sa fragilité? Maintenant, ça devient dangereux. Si on frappe avec ce marteau, il y a beaucoup de chances pour qu'il produise des éclats et fasse de gros dégâts en se brisant. Génial. Excellent. Du danger. On en prend 2. Pendant ce temps, Tori a rafistolé sa machine. Elle fonctionne à l'air comprimé et grâce à 2 actionneurs pneumatiques. 3, 2, 1... Ça fonctionne toujours. Tout est prêt. Servez, frappez. Premier test, les marteaux modernes traités à la chaleur. Si les téléspectateurs ont raison, ça va faire des éclats.
Je vais fixer les têtes le plus près possible de la machine pour qu'il n'y ait aucun risque que les manches se tordent. L'énergie sera concentrée sur les têtes. La première fois, les Mythbusters avaient conclu qu'un marteau manié par un homme produit au maximum une force de 3,5 kg par centimètre carré. C'est-à-dire un travail d'environ 90 Nm. Cela suffira-t-il à faire exploser ces marteaux? Avant l'expérience, on devrait d'abord définir ce que c'est qu'une explosion. Tu vois l'explosion de l'étoile de la mort? Je veux ça, mais avec un marteau. Des têtes de marteau qui volent en éclats. Comme si c'était des outils en sucre d'orge. C'est parti. 3, 2, 1. On a cassé le manche. Ouais. Ça s'est brisé, mais ça n'a pas explosé. Non, en fait, la tête est intacte. Si ces marteaux endurcis n'explosent pas, il n'y a aucune chance pour qu'un marteau vendu dans le commerce se désintègre. Ce sont des marteaux modernes, composés d'un alliage moderne, et faits pour ne pas se briser. Ils sont conçus pour être résistants et vraiment très solides. Si on n'arrive pas à faire exploser nos marteaux renforcés, c'est hors de question avec un marteau moderne. Top là. Ne criez pas victoire trop vite. La preuve est faite concernant les marteaux actuels, c'est vrai. Mais il reste encore à tester les vieux modèles et les enclumes. Adam et Jamie brûlent leur dernière cartouche pour en finir avec un mythe concernant un tir de sniper. Cette fois-ci, ils utilisent des munitions anti-char. Cette cartouche avec un noyau en carbure de tungstène est conçue pour percer un blindage d'acier de plus de 50 mm d'épaisseur sans se fragmenter. Comme c'est leur dernier viseur, Jamie n'a pas intérêt à rater. On fixe une vignette sur l'œil du mannequin pour voir clairement les dégâts éventuels. Prêt? Ouais. Tu le sens bien? Ouais. C'est le moment de vérité pour ce mythe. Inspire un bon coup et presse lentement la détente en expirant. Jamie vise la vignette placée sur l'œil. Tu lui as arraché sa perruque. Bien joué, Jamie. Là, c'est du sérieux. C'était un tir parfait. Il y a un trou en plein milieu du viseur, c'est clair et net. La vignette est désintégrée. Il y a un trou au milieu, je crois. Et la balle? Elle n'est pas dans les restes du viseur et elle n'est pas ressortie du mannequin. Pas de trou derrière la tête. Ça vaut la peine qu'on y regarde de plus près. On le rapporte à l'atelier et on lui ouvre la tête pour voir si la balle est dedans. Ça marche. Le corps est transporté au QG. Sans aucune précision chirurgicale, Adam se paie une bonne tranche de mannequin. Je vais enlever ce morceau. Le pauvre bonhomme ne sera pas très présentable lors de son enterrement. Regarde ça. Il y a un morceau à 5 bons centimètres derrière l'œil du sniper. Comme une mouche engluée dans un piège, la balle est bien enfouie dans le gel balistique. C'est bien notre balle. Ça veut dire que les téléspectateurs ont mis dans le mille. Au moins, c'est clair. La balle a transpercé un viseur et a pénétré assez profondément pour tuer le tireur. Ce mythe est plausible. Il est mort. Les téléspectateurs avaient raison. Ouf, plus besoin d'avoir peur de se faire descendre dans la rue par les snipers en colère qui nous regardent. Bien joué, les snipers! Ce mythe est plausible. Les Mythbusters ont démontré qu'un marteau, même endurci grâce à la chaleur, ne risque pas de vous exploser au visage. La tête est intacte. Jamie n'a donc jamais vraiment couru de risque. Mais si l'homme au béret avait utilisé un vieux modèle de marteau? Avant la Seconde Guerre mondiale, les marteaux étaient faits entièrement en acier. En théorie, à cause de leur haute contenance en carbone, ils étaient plus fragiles et risquaient plus d'exploser lors d'un choc. Tori prend les têtes de 2 vieux marteaux et les fixe à sa machine. Cette expérience prend en compte 2 paramètres. D'une part, on teste des marteaux d'avant 39-45, censés contenir plus de carbone. D'autre part, ces outils ont été endurcis à force d'avoir été utilisés dans une forge, pas seulement dans un atelier. Voyons si le public a raison.
3, 2, 1... Les marteaux se donnent un coup de boule. C'était un gros coup. Mais apparemment, même les vieux marteaux ont la vie dure. Aucun des deux n'a explosé. Non, Pas un seul éclat. non. Dorothy, une forgeronne, n'a pas seulement écrit un email à l'émission. Elle a également envoyé des marteaux datant d'avant la Seconde Guerre mondiale afin que les Mythbusters les testent. Elle est certaine que ces pièces de musée vont prouver que ce mythe est plausible. Dorothy les a usés à force de travailler avec pendant de nombreuses années. Elle ne les utilise plus parce qu'elle les trouve dangereux. Ils sont récents ou d'avant la Seconde Guerre mondiale? Ce sont de vieux marteaux. D'accord, c'est parti. Allons-y alors. Attendez, j'ai pas besoin de ça. On n'est jamais trop prudent, Grant. 3, 2, 1... La machine entre en action. Un bon vieux choc frontal. C'est clair. L'un des vénérables outils de Dorothy a produit le résultat le plus éclatant. Il y a eu un éclat et une fissure. Pas mal. Elles ne mentaient pas, ils sont bien usés. On remet le mécanisme en place, en espérant qu'un deuxième choc de suite va achever le marteau. On n'a jamais eu autant de chance de faire exploser une tête de marteau. C'est vrai. Celui-ci est déjà bien fissuré. C'est l'heure de vérité. C'est reparti. 3, 2, 1... Un marteau a perdu la tête. Malgré cela, il n'y a toujours pas eu d'éclat. Si mon marteau était fendu comme ça, j'arrêterais immédiatement de m'en servir. C'est évident. Je pense que c'est réglé pour le mythe du marteau contre marteau. Oui. Peut-être, Grant. Mais les téléspectateurs veulent encore un test. Marteau contre enclume. Et cette fois-ci, avec une véritable enclume. Ça, c'est une véritable enclume. 115 kilos d'acier à outils chauffé. À présent, il faut trouver un moyen pour faire s'écraser un marteau dessus. Le plus inventif des Mythbusters a un coup de génie. Attention à ne pas vous faire décapiter. Ce puissant mécanisme rotatif a été utilisé pour couper une épée avec une autre épée. Il faut que je l'incline de 90 degrés pour que le mécanisme n'aille plus dans ce sens, mais dans celui-là. La nouvelle machine à faire bouger les marteaux fonctionnera également à l'air comprimé. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut la régler. On peut commencer à un niveau de pression humain, mais grâce à un énorme actionneur, on peut passer à une force surhumaine. Tori fixe un marteau ancien modèle. Souvenez-vous, plus le marteau est vieux et usé, plus l'acier qui le constitue est dur et fragile. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Il s'est passé quelque chose? Le marteau s'est abattu sur l'enclume avec le plus de force humainement possible. Un travail d'environ 80 Nm. La vache! Il y a une grande fissure sur la tête de ce marteau. C'est à peine visible, mais on l'aperçoit. Là. Malgré cela, aucun éclat, aucun morceau d'acier qui a voltigé et pas l'ombre d'une explosion. On monte d'un cran. Force surhumaine? Bingo. Grant augmente la pression de l'air. Maintenant, la machine va produire près de 170 Nm. Ce sera plus rapide et plus puissant qu'avec l'homme le plus fort du monde. 3, 2, 1... Le dieu du tonnerre lui-même n'aurait pas frappé plus fort. La tête n'a même pas explosé. Oui, mais c'était un gros coup. Je croyais que ça fonctionnerait. Tout était réuni. Un marteau usé, d'avant la Seconde Guerre mondiale, une vraie enclume, une force surhumaine. Tais-toi un peu. Tiens, regarde. La fissure s'est agrandie. Il n'y a quand même pas d'éclat, ni d'explosion. J'y croyais pourtant cette fois. C'est l'heure de poser les outils. Ce mythe a été écrabouillé.
On avait déjà prouvé que c'était bidon. Cette fois-ci, c'est confirmé. Je suis d'accord. Les têtes de marteau ne peuvent pas exploser si on les frappe les unes contre les autres, ou si on frappe sur une enclume, même véritable. On a toujours reconnu que des morceaux très dangereux pouvaient se détacher d'un marteau, pouvant même causer la mort. Mais cela n'entraîne pas d'explosion pour autant. Une fois de plus, ce mythe est déclaré bidon. Adam et Jamie ont coupé le sifflet aux joueurs de trombone fous. Maintenant, ils mettent en place un final digne de ce nom. La dernière chose à faire pour fermer cette enquête, c'est de prendre notre dernier trombone et de souder l'embouchure pour que l'air ne puisse plus passer. Notre maestro moustachu prend l'embouchure et insère un morceau de métal dedans, très délicatement. J'ai d'abord placé ça à la main. Puis on va le souder à l'extrémité du trombone pour que l'air ne puisse plus passer que par la coulisse. Adam prend le relais avec sa brasure. J'ai soudé le morceau de métal dedans. Puis l'embouchure et le trombone ensemble. Ils sont liés pour l'éternité. Le trombone est fermé hermétiquement. Pour autant, est-ce que ça va contribuer à produire le résultat espéré? C'est bon. Adam est sûr de lui. On fait ça par conscience professionnelle, mais je ne pense pas que ça va faire grand-chose. En tout cas, aucune chance pour que ça projette la coulisse vers Buster. On dirait qu'il connaît la musique. On va bien voir. Le joueur de trombone fou, dernier test. Dernière vérification avec embouchure soudée. 5, 4, 3, 2, 1. Le joueur est à terre, Buster n'a pas bronché. Mais il manque un élément. La coulisse est partie. Où ça? Jamie? Elle est là-haut. Là-haut, ça veut dire à 20 mètres de là, sur le flanc d'une colline. Une exclue Miss Buster. Je suis sûr que les téléspectateurs sont fous de joie devant leur écran. J'ai fait le fier en disant « Mais non, ça va pas marcher. Pourquoi on fait cette expérience idiote ?» C'est vrai, il a dit ça. Aucune chance pour que ça projette la coulisse vers Buster. La coulisse a été projetée comme un missile, mais a raté Buster. Finalement, la coulisse s'est détachée lors de l'explosion et elle a frôlé Buster. C'est bizarre d'avoir un boulot où on est content d'avoir tort. Pas faux. C'est vraiment dingue. Malgré ce résultat spectaculaire, Adam et Jamie ne changent pas de refrain. Notre verdict reste le même. On a déjà montré qu'une personne avec les lèvres collées contre l'embouchure n'entraînait pas assez de pression pour produire ce résultat-là. Pour ça, il faudrait un type en métal avec des lèvres métalliques soudées contre l'embouchure. C'est toujours bidon. Ça prouve quand même que les téléspectateurs ont raison de faire des propositions en cas de fausse note des Mythbusters. On a la preuve que le public a bien fait de nous reprocher notre manque de sérieux la première fois. N'empêche, c'est toujours bidon. C'est clair, bidon sans aucun doute. En tout cas, les téléspectateurs ont eu un excellent raisonnement pour expliquer comment la coulisse avait des chances d'être projetée de l'instrument. Et je les félicite. Allez, on y va. D'accord. Le rideau tombe sur ce mythe. Il est bidon. Bidon.